Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Valentina Bradesca, je suis naturopathe, je suis conférencière et j'anime des ateliers également. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de la femme. J'ai d'autres casquettes également puisque je suis réflexologue. Euh, je fais de la réflexologie plantaire, je suis conseillère agréée en fleurs de bac et praticienne en Reiki. J'utilise tous ces outils avec bien évidemment la nutrition, la phytothérapie, l'aromathérapie pour mieux accompagner les femmes. Donc ce soir, notre conférence sera consacrée à la femme. Donc je suis très très contente que vous soyez nombreux et nombreuses. Voilà, donc je vais vous parler vraiment de comment on peut aider la femme à mieux gérer certaines situations dans la vie, certains moments, certaines périodes particulières. Euh, Pardon de vous interrompre, Valentina. On nous signale que le son grésille. C'est vrai que d'un coup, là, il se met à grésiller. d'accord. Est-ce que Oui. vous avez le micro via l'ordinateur? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ça grésille toujours un petit peu quand vous vous mettez à parler. D'accord. Et Vous n'avez là? pas du tout un kit main libre peut-être à brancher? Un kit de téléphone, vous savez, avec un petit micro? Oui, je vais. Non, j'en ai pas sous la main. Je vais regarder. Attendez, un instant. Moi, j'ai un micro casque, alors c'est vrai que le son est plutôt bon. Donc, si elle a un kit main libre, ça devrait améliorer un peu le son. On va voir ça. Par rapport à l'affichage, vous n'hésitez pas du coup, au-dessus en fait de son PowerPoint, vous pouvez régler, la taille. Donc, si vous voulez le voir en plus grand ou en plus petit, n'hésitez pas à jouer avec les fenêtres pour, agrandir, son partage d'écran. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc je reprends la conférence. Donc, on va parler de la femme, comment on peut accompagner les différents moments de la vie d'une femme, les différentes périodes caractéristiques de la femme. Donc, voilà, être une femme, c'est beaucoup de choses. C'est un privilège, bien sûr, c'est un bonheur, c'est un avantage pour certaines, pour d'autres, c'est aussi compliqué, c'est source d'ennui, c'est très différent d'une femme à l'autre. Bien évidemment, voilà, il y a de la souffrance aussi, il y a de la beauté, il y a aussi le poids de notre culture, les croyances, les traditions, l'environnement dans lequel nous évoluons, les rencontres. Donc tout ça fait que la vie d'une femme est compliquée. Est compliquée, mais en même temps, elle est très riche. Donc on va essayer de regarder ces différentes périodes de manière plus précise. D'abord, je vous parlerai en particulier de la physiologie de la femme. Donc, je vais vraiment vous parler du cycle féminin en un clin d'œil. Et puis, je vais m'attarder un petit peu plus sur les hormones féminines. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai de l'alimentation, vraiment les bases d'une alimentation équilibrée qui peuvent vraiment aider à certaines périodes et accompagner certains moments particuliers de la vie d'une femme. Et le dernier point, ce sera l'accompagnement en phytothérapie.
avec certaines plantes médicinales. Alors, donc, bien sûr, c'est un accompagnement avec des outils naturels, un accompagnement de la santé au féminin dans une vision complètement naturelle, avec des conseils pratiques pour démystifier dans un premier temps les dérèglements hormonaux, apprivoiser aussi son cycle menstruel, ça c'est très important, je vous en reparlerai en quelques mots. C'est aussi bien vivre la contraception, accompagner un désir d'enfant et puis être à côté dans des moments comme la grossesse par exemple, la ménopause. Voilà, donc les outils de la naturopathie, ceux qui me sont propres, sont l'aromathérapie, la phytothérapie, les fleurs de Bach, mais aussi la diététique. Je vais vous parler de l'alimentation, de la micronutrition. Et j'ai d'autres outils dont je ne vous parlerai pas forcément ce soir, comme la réflexologie plantaire, l'énergétique aussi, avec le Reiki. Voilà. Bien évidemment, il s'agit aussi d'un accompagnement verbal. Ça, c'est très, très important. Alors, la première partie consiste à faire un petit peu le point, rapidement, mais on va le faire, sur le cycle féminin. Donc, les femmes sont fertiles, contrairement aux hommes, ne sont fertiles qu'une semaine par cycle. Alors, je vais vous mettre un schéma que je vais vous partager. Est-ce que vous le voyez? J'espère que oui. Dites-moi si c'est bon pour vous. Hop. Voilà. Hop. Alors, concernant le cycle féminin, voilà. Voici brièvement ce schéma qui permet de comprendre en quoi ça consiste. Donc, après les règles, un ovule mûrit dans un ovaire. Ce déclenchement déclenche la sécrétion de glaire fertile au niveau du col de l'utérus. Cela permet donc d'accueillir les futurs spermatozoïdes. Quand l'ovule est suffisamment gros, il est libéré, et ça, ce qu'on appelle l'ovulation. Dans l'ovaire, ne reste alors que le corps jaune qui est l'enveloppé, dont la présence déclenche à son tour l'épaississement de la paroi de l'utérus en vue d'accueillir l'ovule fécondé. Alors, bien évidemment, si l'ovule n'a pas été fécondé, la muqueuse utérine est évacuée et donc c'est là qu'on a donc les règles. Voilà pour cette première partie. À ceci, bien sûr, s'ajoute le rôle des hormones qui est crucial, qui sont donc les messagers et qui permettent au cerveau, à l'utérus et aux ovaires de communiquer et d'être en phase à chaque moment du cycle. Concernant ensuite, hop, voilà, je vous ai mis également une vue de face et une vue de profil de l'anatomie féminine que vous connaissez bien sûr. C'est un schéma des organes principaux qui jouent donc un rôle reproductif. Donc vous voyez, vous avez les ovaires dans lesquels se développent les follicules et qui est aussi le lieu de sécrétion des hormones dont je vous parlerai après, les deux hormones, les estrogènes et la progestérone. Vous avez également les trompes,
les trompes utérines, qui s'appellent aussi trompes de Fallope, et qui relient donc les ovaires à l'utérus où est libéré l'ovule lors de l'ovulation. Vous avez également l'utérus. L'utérus vient du mot latin utérus, donc, qui veut dire ventre, matrice. Et c'est vraiment le lieu de la grossesse dont la paroi s'épaissit puis s'enrichit tout au long du cycle en vue d'accueillir donc l'anidation d'un éventuel embryon. Sous l'utérus, vous avez donc le col de l'utérus qui est capable de s'ouvrir au moment des règles, mais aussi pour laisser entrer les spermatozoïdes. Voilà. Bien sûr, il s'agrandit aussi pendant la phase de l'accouchement. On dit donc qu'il se dilate. Et en dernier, il y a le vagin, tout en bas. Le vagin, donc du latin vagina, gaine, ça veut dire gaine, fourreau. C'est vraiment le lieu de passage, de communication entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Voilà. Voilà pour ce résumé de l'anatomie féminine. Bien sûr, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, de questions, vous me les posez via le chat. Quelques mots sur les hormones du cycle féminin qui jouent un rôle extrêmement important. Donc, vous avez compris, c'est un tout. Vous avez les organes. C'est vrai qu'on parle beaucoup des organes féminins. Mais les hormones jouent un rôle essentiel puisqu'elles relient le cerveau aux organes génitaux. Alors, donc, concernant ces hormones, alors déjà, qu'est-ce qu'une hormone? Une hormone, c'est un messager chimique qui est fabriqué par une glande, puis bien sûr véhiculé par le sang jusqu'à un organe. Et donc le rôle est celui de modifier le fonctionnement de l'organe. Donc c'est extrêmement important. Alors ça permet soit de stimuler l'organe, soit de le freiner. Donc autant vous dire que sans les hormones, les organes ne fonctionneraient pas. Les hormones interviennent dans le cycle menstruel féminin, bien sûr. Il y a deux couples, on appelle un peu deux couples, mère-fille, car la mère étant l'hormone produite au niveau du cerveau et la fille, elle est produite au niveau des ovaires. Donc dans le schéma, vous voyez la FSH qui est produite au niveau du cerveau, de l'hypophyse, et la fille, donc la follicule qui se développe et qui s'appelle donc estrogène. Et la deuxième, donc l'hormone LH, qui devient la progestérone. Voilà, donc la mère c'est la FSH, la fille c'est donc l'estrogène et qui permet donc d'arriver aux ovaires. La LH va devenir progestérone au moment de l'ovulation et donc jusqu'à la fin de la deuxième phase, puisque le cycle féminin, on parle de deux phases. La première phase, la phase folliculaire, qui va de quelques jours, donc en fait on parle du premier jour des règles jusqu'au 14e jour, et la deuxième phase qui suit donc l'ovulation et qui va jusqu'au dernier jour avant les règles suivantes.
La première phase s'appelle phase folliculaire, la deuxième phase lutéale. Donc la phase folliculaire prépare l'ovulation. Donc l'hormone étant l'estrogène. La phase lutéale assure la nidation éventuelle en cas de fécondation. Et l'hormone en jeu est donc la progestérone. Voilà. Donc les estrogènes communiquent avec tout le corps. Donc à partir du cerveau jusqu'à l'utérus. L'estrogène est transporté via le sang. Quelques jours avant l'ovulation, l'hormone LH rentre en jeu et prend le relais, on va dire. Elle va permettre de libérer l'ovule et elle enclenche donc le début de la phase lutéale. La poche vidée de son ovule se met à sécréter de la progestérone au niveau des ovaires et donc renforce l'endomètre pour accueillir potentiellement l'œuf fécondé. Donc le message de la progestérone et l'ovulation a fonctionné. L'ovule est potentiellement fécondé. Voilà. Il est prêt à être fécondé. À la fin du cycle, toutes les hormones, bien sûr, se calment. C'est la phase de repos. Et là, on est dans le moment des règles. Alors, bien sûr, s'il y a eu fécondation, alors là, c'est pas pareil, puisque l'hormone de grossesse, la SCG, prend le relais de sa sœur LH avec un seul objectif, protéger l'œuf fécondé. Ces hormones sont donc capitales. Sans ces hormones, le cycle ne fonctionnerait pas. Elles vont influencer les signes de fertilité que l'on peut observer au cours d'un cycle. Elles sont bien sûr détectées dans les urines en cas de test, par exemple de test de grossesse. On va rechercher le taux hormonal via les urines. Elles peuvent être à l'origine de problèmes de fertilité, car tout repose vraiment sur leur action. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Il faut quand même savoir que ces hormones sont inhibées par les contraceptions hormonales. Donc, qui dit contraception hormonale dit pilule, implant et stérilet hormonal type Mirena. Voilà. Elles sont totalement inhibées en cas de contraception hormonale. Ça, c'est quand même très important à savoir. Valentina? Voilà. Oui. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez éloigner un tout petit peu votre micro de votre bouche? Oui. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui, oui, c'est mieux. On entend moins la respiration, merci. D'accord, ok. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les posez. Là, je fais un petit tour pour voir s'il y a quelque chose. Hop. Voilà. Ok. Donc, je continue. Je vais vous remettre le... Voilà. Alors, on va passer maintenant
à les bases, voilà, les conseils d'hygiène de vie et les Alors, solutions naturelles. on a une Oui. toute petite question de Joe dans le chat. Est-ce que la Oui. progestérone est-elle aussi produite pendant la phase folliculaire? Non, non. La progestérone, elle fait partie de la deuxième phase, la phase lutéale. Elle prend le relais, en fait, après la phase folliculaire, après l'estrogène. Donc, c'est vraiment la deuxième partie. Elle va permettre d'enclencher l'ovulation et puis elle prend le relais après. Donc, c'est vraiment la deuxième partie. Elles fonctionnent ensemble, mais l'une après l'autre. D'abord l'estrogène, après la progestérone. Voilà. Le but, c'est quoi? En fait, c'est que ces deux hormones, elles soient toujours en équilibre. C'est lorsqu'il y a un déséquilibre, hein, donc quand il y a par exemple un taux estrogénique plus élevé ou l'inverse, hein, ça peut être aussi la progestérone. C'est là où il y a un déséquilibre hormonal et c'est là où on va avoir par exemple des troubles menstruels, on va avoir des cas de dysménorrhée, par exemple, des règles douloureuses, le syndrome prémenstruel, etc. Voilà. Donc, ce qui est compliqué, c'est pour ça que la phytothérapie peut être vraiment intéressante. C'est dans ces déséquilibres hormonaux que la plante ou les plantes vont vraiment aider à mieux réguler le cycle. Donc on parlera des plantes médicinales après. D'ailleurs, il y a des plantes qu'on va prendre plutôt lors de la première partie du cycle et d'autres qui vont être plus efficaces pendant la deuxième partie du cycle. Je vous en parlerai après. Voilà, donc je reviens sur les conseils d'hygiène de vie, sur des solutions naturelles. On va commencer par la première partie. Voilà, pardon. Voilà. Les bases donc d'une alimentation équilibrée. C'est vraiment, je démarre toujours avec ça parce que c'est vraiment la base. Tout commence par l'alimentation. Hippocrate qui était le premier grand médecin grand médecin en Occident, hein, le père de la médecine que tout le monde connaît, hein, en Occident, il disait vraiment l'aliment est le premier médicament. C'est la base. Sans ça, vraiment, je dirais, c'est compliqué d'avoir une bonne santé. Et il est vrai que l'alimentation joue un rôle dans le cycle de la femme. Donc une hygiène de vie et une alimentation saine font vraiment partie intégrante d'une bonne santé. Alors, hop, voilà. On a quelques questions dans le chat si vous voulez bien les lire. Oui, alors, hop, je reviens sur les questions. Alors, j'arrive pas à... Je sais pas ce que j'ai avec la souris. Elle ne marche pas bien. J'arrive pas à lire les questions. Je suis désolée. Est-ce qu'Émilie, vous pouvez... Ah oui. Donc là, je pense qu'on a totalement perdu Valentina. Valentina, vous nous entendez? Allô, allô? J'ai plus du tout votre partage d'écran en tout cas. Ah, ça y est, c'est revenu.
Est-ce que vous aussi, vous avez ce problème chez vous? Chez moi, le partage d'écran saute actuellement. Oui, 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 ok. Ouais, Valentina, du coup, je pense qu'il faut vous déconnecter et revenir parce que là, on a tout perdu en tout cas, hein. Plus d'image, ouais. Plus d'image et on vous entend pas si jamais vous parlez actuellement avec nous. Je suis vraiment navrée, hein, pour ces problèmes techniques. Je la vois, mais je ne l'entends pas. Ah, quelqu'un la voit. Valentina, oui. Là, on vous voit. Enfin, moi, en tout cas, je vous entends plus, hein. Et le chat a l'air de dire la même chose. Il faudrait partir et revenir encore une fois. Image OK, son no OK, je pense. Parce que moi, je l'entendais pas en tout cas. Je la vois, mais elle ne l'entend pas. Ouais. Je vois qu'elle a quitté. Je pense qu'elle va relancer. On va attendre quelques instants. J'espère que ce sera le dernier souci. Je suis vraiment désolée. Voilà, Valentina, je vous Voilà. vois. Alors là, on vous entend. Alors, vous êtes nommé déjà? Je vous vois pas dans la liste. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Par contre, je vous vois pas dans la liste en fait. BV. PV. Ah oui, voilà, pardon, c'est bon. Hop. Désigner. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon, oui, oui, c'est revenu. Ok. Bon. Hop. Donc, vous aviez quelques questions? Je reviens sur les questions. Hop. Alors, donc, alors du coup, en fait, comme je suis partie, je n'ai pas les questions. J'ai plus les questions en fait. Oui, n'hésitez pas à les retaper. Moi aussi, je les ai perdus entre-temps. N'hésitez pas à reposer vos questions du coup. Ouais, et reposez-les parce que du coup, je les ai plus. Alors, j'ai juste donc Géraldine qui dit donc oui, le taux est le plus bas durant la phase folliculaire et le plus haut en phase lutéale. Alors, donc c'est juste le taux de en fait, le taux le plus élevé est le taux estrogénique pendant la phase folliculaire et pendant la phase lutéale, c'est le taux progesténique. Voilà. Donc, voilà, parce que ce sont ces deux hormones qui agissent à deux moments différents. Voilà. Donc, bien sûr, le cycle, il est autour de 28 jours, voilà, autour d'un mois. Alors, bien sûr, ça peut être quelques jours en moins, quelques jours en plus. Voilà. Donc, je regarde entre-temps s'il y a quelques questions.
Les hormones sont donc présentes ensemble dans le sang au même moment. Alors, pas tout à fait, comme je disais. D'abord, dans un premier temps, les estrogènes et après la progestérone. Donc, la progestérone, elle prend le relais globalement au moment de l'ovulation. Et puis, elle continue jusqu'à la fin du cycle. Donc, le dernier jour avant les règles suivantes. Voilà. Alors, juste une petite précision concernant la ménopause. Au moment où on rentre en préménopause, on est face à une baisse estrogénique et aussi de la progestérone. Donc, au fur et à mesure, ces hormones baissent. C'est ça qui va enclencher la ménopause et du coup la fin du cycle. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que les hormones baissent. Et donc, ça pose question sur ces suppléments hormonaux que l'on donne, justement, où des femmes souhaitent continuer à avoir leurs règles et donc continuent à avoir une production hormonale, alors que c'est tout à fait normal, arrivé à un certain âge, de rentrer en ménopause et donc de voir le taux des deux hormones baisser. Alors, les migraines pendant les règles sont-elles dues à une chute d'hormones? Alors, les règles, c'est très complexe. Ça peut, comme pas forcément. Alors les migraines, c'est vraiment, ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû aussi bien à un déséquilibre hormonal, donc un déséquilibre entre les deux hormones. Ça peut être dû, par exemple, à un déséquilibre, un taux estrogénique trop élevé. Mais ça peut être dû aussi à autre chose. Hein, c'est vraiment, il n'y a pas que les hormones, ça peut être dû aussi à une surcharge hépatique. Voilà, ça dépend vraiment des personnes. Donc ça, on le voit plutôt en consultation. Voilà. Alors, je reviens sur l'alimentation. Hop. Voilà. Donc, alors, l'alimentation équilibrée, c'est quoi? Alors, bien sûr, c'est une alimentation de préférence biologique, plutôt locale, de saison, ça c'est très important. Bien sûr, en fonction de nos moyens. Voilà, ce qu'il est très important, par exemple, c'est d'utiliser des huiles de première pression à froid, certaines céréales, de faire attention à certaines viandes, par exemple, de préférer certains légumes et fruits. Voilà, donc c'est une attention particulière à une alimentation biologique, locale et de saison. Mais c'est aussi faire attention à la cuisson, hein, à une cuisson plutôt douce. Alors ça peut être par exemple cuit à la vapeur, cuit à l'étouffée. C'est une alimentation aussi qui a du cru, une alimentation variée le plus possible, avoir de la couleur dans votre assiette, vraiment. Varier les couleurs. C'est aussi diminuer la consommation de sucre raffiné. Ça, c'est très important. Pourquoi? Alors, parce que, alors quand je parle de sucre, je parle généralement de plusieurs sucres. Il ne s'agit pas uniquement des gâteaux,
des bonbons, mais aussi de certains sucres raffinés, certaines farines raffinées, comme par exemple le pain, les pâtes. Pourquoi? Parce que le sucre raffiné acidifie le corps et cela entraîne un déséquilibre au niveau de la glycémie et une fermentation alcoolique au niveau des intestins. Voilà, c'est pour ça que les sucres sont pas forcément très bons. Alors après, bien sûr qu'il est important d'apporter de l'énergie au corps. Donc il est important d'apporter des glucides. Mais il est quand même préférable de consommer des sucres lents, c'est-à-dire des céréales plutôt complètes ou demi-complètes, ou alors des légumineuses qui contiennent à la fois des glucides mais aussi des protéines. Donc plutôt céréales complètes, demi-complètes ou légumineuses. Voilà, il faut savoir aussi que le raffinage des céréales supprime 50% du fer et du calcium, mais supprime aussi certaines vitamines comme la vitamine A, la vitamine E, la vitamine B2 et aussi 100% des fibres. Les fibres, elles sont apportées essentiellement par les fruits et les légumes. Par exemple, la vitamine B est très importante pour la fonction cérébrale et la gestion du stress. Donc c'est pour ça que la consommation de sucre raffiné doit être en priorité diminuée de manière à assurer une meilleure gestion du stress, donc du coup de la fonction cérébrale. Alors, en ce qui concerne les protéines, attention à certaines protéines, appelées aussi protéines fortes. Alors, pourquoi fortes? Parce que elles ont un taux d'acide urique assez élevé et l'acide urique est très acidifiant. Alors quand je parle d'acidité, en fait, il faut savoir qu'on a tous un pH, et ce pH, il varie en fonction de l'alimentation que l'on a, donc des aliments qui peuvent être plus ou moins acidifiants ou basifiants, au contraire, et en fonction de la vie, en fonction des événements, du stress. Donc le stress aussi est un élément qui va acidifier le corps. Donc les protéines animales ont un taux d'acide urique plutôt élevé et ils ont également un taux de corps gras saturé assez élevé. Donc en fait, elles vont aussi bien apporter des acides gras saturés, donc du gras, et trop de gras, et en même temps de l'acide urique, donc elles vont acidifier. Donc il s'agit essentiellement des viandes rouges, comme le bœuf, ou certains gibiers aussi. Alors, il y a quand même des protéines qui sont très intéressantes, qu'on peut trouver dans les œufs, par exemple, qui sont très riches en acides aminés essentiels et contiennent tous les acides aminés essentiels. Il y a certaines protéines végétales aussi qui sont très riches en protéines, mais aussi en vitamines, en minéraux et en fibres. Pour les personnes qui sont plutôt végétariennes, vous pouvez retrouver les mêmes protéines, donc pallier à certaines carences en faisant des associations. Par exemple, une part de légumineuses pour 4 parts de céréales, une part d'œuf pour 4 parts de céréales. Voilà, ça permet d'avoir un équilibre entre tous les types de protéines.
Voilà. Les poissons aussi contiennent des protéines, bien sûr. Et ce qui est très intéressant, dans certains poissons, comme les petits poissons bleus, comme les sardines, le hareng, ils sont très riches aussi en oméga 3. Donc, ils sont très, très intéressants. Ils contiennent également peu d'acides gras saturés et ils se digèrent plus rapidement que la viande. Ils restent moins longtemps dans l'estomac. Voilà. Il y a aussi certaines viandes blanches qui sont intéressantes et qui vont être digérées plus facilement. Ensuite, bien sûr, l'apport de certains aliments fibreux, des fibres. Les huiles de première pression à froid, comme par exemple l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix. Et bien sûr, les graines germées qui contiennent beaucoup d'enzymes, de vitamines, de minéraux qui sont très intéressantes, que vous pouvez mettre dans toutes vos assiettes, aussi bien crues que des assiettes crues que cuites, aussi bien dans une salade que dans votre plat de céréales, par exemple. Les graines germées sont vraiment extrêmement intéressantes car elles sont vraiment très très riches en bonnes vitamines, bonnes minéraux et il y a aussi beaucoup d'enzymes. Alors il y a bien sûr plusieurs variétés de graines germées comme la moutarde, le radis, le soja, le blé, voilà. Donc en ce qui concerne les fibres, juste une petite précision. Donc on les trouve, comme je disais tout à l'heure, dans vos légumes aussi bien crus que cuits. Alors dans certaines céréales aussi, bien sûr, elles sont très importantes, les fibres. Pourquoi? Parce qu'elles vont faciliter l'évacuation des intestins. Donc elles vont éliminer aussi le cholestérol et ralentir l'assimilation des glucides, donc des sucres. C'est pour ça qu'elles sont très intéressantes, très importantes. Et donc il est important de consommer des aliments qui en sont riches. Voilà. Pensez toujours pour vos vinaigrettes, à mélanger les huiles, à alterner aussi. Hein. L'huile d'olive, elle est intéressante plutôt pour la cuisson. Pour les oméga 3, pensez plutôt à des huiles de condiment, pas de cuisson, puisque les oméga 3, les huiles qui sont riches en oméga 3, elles se gardent au frais, donc il faut surtout pas les cuire. Donc vous les trouvez dans l'huile de colza, les oméga 3 dans l'huile de noix, de cartame, de pépins de courge, pépins de raisin, noisettes. Voilà. Donc par exemple dans une sauce de salade, vous pouvez faire une préparation en mettant 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Ou alors vous mélangez une huile, par exemple une cuillère à soupe d'huile de colza avec une cuillère à soupe d'huile de noix, etc. C'est très intéressant aussi de faire des mélanges en fonction de vos goûts, bien évidemment. Voilà, donc, et je termine juste sur certains aliments acidifiants. Donc, c'est vrai qu'il est important de les diminuer. On a parlé de certaines viandes rouges, mais pas que, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres aliments qui vont être très acidifiants, comme le café, par exemple, les laitages, tout ce qui est à base de lait de vache,
le lait, certains fromages aussi. Donc notamment voilà, le camembert, des fromages à pâte cuite. Préférez plutôt des fromages à base de lait de chèvre, hein, ou de brebis. Voilà pour l'alimentation. Donc prenez aussi le temps, ça c'est très important, de bien mastiquer. Je vous ai dit tout à l'heure que le stress est un facteur d'acidité. Donc, quand on mange et que on est au travail, qu'on a du travail qu'il faut terminer, qu'on mange avec l'ordinateur à côté, etc., etc., tout ça est quand même un facteur de stress. Donc, manger rapidement est vraiment très mauvais. Je sais que c'est compliqué dans nos vies aujourd'hui, mais ne serait-ce que faire 3 grandes respirations avant de manger, c'est déjà beaucoup, hein, des respirations bien profondes, et vous prenez le temps de bien mastiquer. Il y a déjà une partie de votre digestion qui se fait dans la bouche. Plus vous allez mastiquer, mieux votre digestion se fera. Voilà. Donc ça, je tenais quand même à vous le dire parce que on ne prend pas forcément assez de temps pour bien mastiquer et donc pour bien digérer. Voilà. Une mauvaise mastication engendre une mauvaise digestion. Voilà concernant l'alimentation. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde. Alors, les protéines. Alors, donc, c'est lesquelles les protéines fortes? Donc, les protéines fortes, c'est donc tout ce qui est base de viande rouge, hein, toutes les viandes rouges, le gibier. Donc, voilà. En gros, tout ça, c'est très acidifiant. Le pain à la farine de petite épeautre est-il bon dans une alimentation équilibrée? Oui. Le pain à base de farine de petite épeautre est excellent. Il contient très très peu. Déjà, c'est une farine ancienne. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que il fait partie en gros des blés anciens qui n'ont pas été modifiés. Et c'est une farine complète, bien sûr, et elle n'a pas de gluten. Donc le petit épeautre est extrêmement intéressant. Il y a aussi le sarrasin. Il y a aussi alors le camut, il en contient très peu. Il est toléré par les personnes qui ont la maladie cœliaque, par exemple. Il est plutôt toléré. Voilà, vous avez aussi d'autres types de céréales hein, comme le millet, le quinoa aussi. Voilà. Ensuite, une autre question. Je n'ai pas compris le rapport entre sucre raffiné et baisse de la vitamine B. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, c'est l'acidité apportée par les sucres raffinés. Donc cette acidose engendrée par les sucres raffinés qui va engendrer une baisse de la vitamine des vitamines B. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. J'espère que c'est clair. Qu'est-ce que vous pensez de l'alimentation cétogène? Elle est extrêmement intéressante.
C'est un type d'alimentation que je préconise. Après, bien sûr, il faut aussi adapter à notre mode de vie, à ce que l'on peut faire au quotidien, parce que voilà, je sais que c'est parfois compliqué de changer de mode de vie, de changer d'alimentation, alors qu'on a une famille, alors qu'on a voilà, il y a le travail, etc. Mais après, ça peut être par de petites touches en fonction de ce que l'on peut mettre en place. Mais bien sûr, c'est vraiment une alimentation extrêmement un type d'alimentation très très intéressant. Voilà pour vos questions. Alors, je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Voilà, non, c'est bon. Hop, juste un petit mot de Heike. Depuis que je l'ai adopté, donc l'alimentation cétogène, je me sens nettement mieux, moins fatiguée, en forme. Oui, 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 je partage complètement. C'est vraiment, c'est vraiment une alimentation très intéressante. Et c'est vrai que c'est très important dans l'équilibre de votre alimentation et perdu du poids. Elle nous dit Heike, c'est vrai que ça permet aussi de perdre du poids. Euh, c'est vrai qu'il y a vraiment des conséquences, que ce soit au niveau digestif et du coup bien sûr la fatigue, ça en fait partie. On a moins la sensation de fatigue après le repas, par exemple. Et voilà, ça permet aussi de perdre du poids. Voilà. Alors, je passe à maintenant la suite avec les plantes médicinales. Alors, donc, c'est la deuxième partie. Voilà. Alors, on va commencer avec la première plante qui est l'érelle. Vous la voyez bien. Alors là, vous voyez surtout le fruit, mais bien sûr, on peut utiliser aussi la feuille, le bourgeon. Le bourgeon est extrêmement intéressant. Donc le bourgeon que l'on utilise va être donc sous forme en phytothérapie de gémothérapie. C'est la thérapie par les bourgeons. Alors, l'érelle a vraiment toujours été connue pour son action principalement féminine. Donc, elle est utilisée en gémothérapie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la gémothérapie. C'est la phytothérapie par les bourgeons. C'est-à-dire que on va récolter le bourgeon de la plante à un moment bien précis au début du printemps. Et ce bourgeon va être macéré dans un mélange d'eau, de glycérine et d'alcool. Voilà. Donc c'est ce mélange qui deviendra un macérat mère. Et c'est un remède vraiment principalement féminin car il agit sur les problèmes de règles, notamment sur les problèmes soit d'absence, soit en cas d'aménorrhée, ou alors de règles irrégulières. Et c'est aussi un bourgeon très intéressant pendant la ménopause. Alors, on l'appelle une plante estrogène-like, hein, donc c'est l'ami des estrogènes. Donc ça veut dire que on va permettre aux estrogènes de se rééquilibrer, hein, que l'auto-estrogénique se rééquilibre.
Donc, par exemple, un cas en préménopause, c'est très intéressant. Lorsqu'on a des bouffées de chaleur. C'est une plante intéressante aussi en cas de fibrome utérin, en cas de kyste aussi, et dans des problèmes d'ostéoporose que peuvent avoir les femmes justement en période de ménopause. Voilà. Euh, alors c'est une plante aussi très intéressante parce qu'elle va agir sur un deuxième système qui est le système digestif. C'est un régulateur intestinal. C'est une plante qui va soutenir les côlons fatigués. C'est une plante qui va stimuler les défenses immunitaires aussi de la zone intestinale. Elle lutte contre le syndrome du côlon irritable et contre les colites, par exemple. Donc, c'est un type de plante qui va réguler l'équilibre acido-basique de l'organisme et qui va favoriser aussi l'absorption du calcium dans l'organisme. Alors, quand on parle de gémothérapie, donc privilégier plutôt les macérats mères. Il faut savoir qu'il y a aussi des macérats qui sont dilués, en dilution homéopathique, donc en D. Voilà, les macérats mères, je trouve qu'ils sont quand même plus intéressants. Voilà, vous avez plusieurs laboratoires qui proposent des macérats mères, vous pouvez en trouver aussi en pharmacie. Voilà pour les REL. Ah oui, j'ai oublié une dernière propriété de l'RL. Elle est aussi très intéressante au niveau diurétique, car elle permet de l'élimination de l'acide urique. Voilà. Donc, elle peut être prise par exemple en complément quand on veut vraiment, quand on a une surcharge d'acide urique, de l'arpagophytum par exemple, ou du cassis. Ça peut être aussi intéressant de l'associer à d'autres plantes. Voilà. Voilà pour les REL. On passe maintenant à une deuxième plante qui est la sauge. Alors, la sauge, c'est vraiment une plante incontournable de la femme. C'est la plante contre les bouffées de chaleur dues à la ménopause. C'est vrai qu'elle est extrêmement utilisée pendant la période de la ménopause. Pourquoi? Parce qu'elle agit vraiment contre les bouffées de chaleur, c'est-à-dire qu'elle va réguler les perturbations thermiques. Donc, par exemple, quand on a une transpiration trop abondante, bien sûr, ou alors des sensations de chaud et froid, voilà, ou parfois des frissons. Elle peut être aussi intéressante quand le visage a tendance à rougir. Voilà. Alors, c'est une plante qui peut être utilisée aussi en cas de troubles de sommeil. Souvent, les bouffées de chaleur ou il y a des symptômes de la ménopause qui génèrent vraiment des troubles de sommeil la nuit, des réveils nocturnes par exemple. Donc, c'est une plante qui vraiment peut être utilisée. Elle peut être aussi associée à d'autres plantes qui vont agir plus en profondeur, mais c'est un très bon complément. Elle peut être utilisée aussi pour les maux de tête. Donc c'est vraiment une plante très très intéressante. On peut soit la prendre en gélule, donc elle va être sous forme d'extrait sec, ou alors elle peut être prise en teinture mère, ou alors elle peut être prise en infusion également. Voilà.
Donc en infusion, c'est vrai que c'est une façon agréable de consommer cette plante le soir, par exemple, avant le coucher, lorsqu'on a aussi bien des problèmes de bouffée de chaleur et de troubles du sommeil. Vous prenez une poignée et vous laissez infuser une dizaine de minutes dans un litre d'eau. Voilà. Ou alors, ça peut être une cuillère à café par tasse. Voilà. Alors attention quand même à une chose, la sauge est une plante qui est déconseillée en cas de maladie hormonodépendante. Donc si vous avez eu, il y a des antécédents de cancer du sein par exemple, ou si il y a des antécédents familiaux, voilà, attention à ce point. Voilà. Voilà pour cette belle plante. C'est une plante vraiment, vraiment incontournable de la femme, essentiellement en période de préménopause et de ménopause. Alors, on passe à une troisième plante qui est le framboisier. Le framboisier, voilà. Alors, on verra, on peut aussi l'utiliser de plusieurs manières. Donc, le framboisier, c'est vraiment une plante délicieuse, plante vraiment de la femme aussi. C'est une plante très riche en flavonoïdes, en tanins et en minéraux. Donc, ça veut dire c'est une plante riche en antioxydants et en minéraux. C'est une plante nutritive extraordinaire. Elle va donner du tonus à l'utérus et à ses ligaments. C'est une plante qui va faciliter les menstruations. C'est une plante vraiment que l'on peut donner lorsque on est en période d'accouchement, par exemple, car elle va vraiment tonifier l'utérus. Elle va agir contre les crampes aussi du muscle utérin. Donc, même lorsqu'on a en période de menstruation des crampes, elle est vraiment très très intéressante. Elle permet également de diminuer les nausées pendant la grossesse. C'est une plante astringente. Voilà, et elle a vraiment des merveilleuses propriétés médicinales. Donc, elle va agir aussi bien pendant la grossesse, l'accouchement, que justement pendant le cycle, aussi bien pendant le moment des règles où on peut avoir des crampes menstruelles, que avant les menstruations pour faciliter justement l'arrivée des règles. Alors, on utilise aussi les feuilles essentiellement. Il faut savoir qu'on peut aussi l'utiliser en gémothérapie. Donc, on extrait là de la même manière le bourgeon, toujours en macérat-mère, ou alors les feuilles. Alors, lorsqu'on utilise les feuilles, on va pouvoir du coup la prendre sous forme d'infusion. Hein, toujours une cuillère à café de la plante sèche par tasse d'eau que vous laissez infuser dans de l'eau frémissante pendant une dizaine de minutes. Ou alors, elle est intéressante aussi en teinture mère. Voilà. Voilà pour le framboisier, donc qui agit vraiment de différentes manières. Alors, quand vous faites une cure que ce soit de framboisier ou d'airelle en macérat-mère, ce sont des cures plutôt qui vont se faire sur 3 semaines, 1 mois à peu près, et puis on fait une pause d'une semaine après, de préférence, c'est toujours mieux.
et on peut recommencer une fois, toujours pendant une période de 3 semaines, un mois. Voilà pour le framboisier. On passe maintenant à l'alchemille. Voilà, l'alchemille, qui est appelée aussi cap des dames en anglais. Alors, l'alchemille, elle pousse toujours un cercle et sa feuille forme une main ronde, un petit bassin végétal. D'accord? Alors, c'est une plante qui est connue depuis vraiment des siècles. Les alchimistes recueillaient la rosée dans ses feuilles, d'où donc ce nom-là. C'est une plante plutôt progestéronique. Hein, on a vu par exemple l'érel ou la sauge qui sont des plantes œstrogéniques, donc qui vont plutôt agir au niveau des estrogènes. Là, la chémille, c'est une plante prostégéronique, donc elle va agir dans la deuxième phase du cycle. Donc elle va réguler le cycle. Elle va agir donc tout au long de la phase prémenstruelle, la deuxième partie du cycle. Donc c'est ce qui va préparer l'arrivée, hein, s'il n'y a pas eu de fécondation, donc c'est ce qui va préparer les règles. Donc c'est une plante extrêmement intéressante. Donc de manière générale, on prend du 15e au 25e jour des règles, à peu près, voilà, un peu avant la fin du cycle, un peu avant l'arrivée des règles. Voilà, c'est une plante amère. Donc, comme elle est amère, elle peut du coup agir aussi comme toutes les plantes amères, comme par exemple le radis noir, comme par exemple l'artichaut. Elle peut agir aussi, même si en moindre mesure, mais elle agit aussi au niveau hépatique. Donc, elle va aider le foie à mieux métaboliser les hormones. Cette plante, on va voir qu'on peut l'utiliser de différentes manières. Donc, elle va aider beaucoup lorsqu'on a des règles douloureuses ou alors lorsqu'elles sont trop abondantes. Elle peut être prise, par exemple, aussi en complément d'autres plantes comme le framboisier, hein, qu'on a vu tout à l'heure, et le trèfle rouge. Vraiment, en cas de dysménorrhée, de règles douloureuses, vous prenez cette plante pendant la deuxième partie de votre cycle. Elle est vraiment extraordinaire. Alors, elle peut être prise aussi en tisane. Donc, on va utiliser les feuilles, les sommités fleuries de l'alchimie en tisane, à raison d'une cuillère à café par tasse infusée. Toujours l'infuser pendant une dizaine de minutes maximum. Ou alors, elle est aussi intéressante en alcoolature. Donc, c'est un extrait liquide qui est mélangé à de l'alcool à raison, voilà, ça dépend, mais ça peut être entre 15 à 5 gouttes par jour à partir toujours de l'ovulation. Voilà, donc soit en alcoolature ou alors sous forme de tisane. Voilà, vous l'avez aussi sous forme d'autres extraits liquides. Ça dépend des marques, ça dépend des laboratoires. Elle peut être aussi intéressante sous une autre forme liquide aussi. Voilà. Par contre, vous la trouverez pas forcément sous forme de gélule, d'extrait sec. Voilà. Voilà pour l'alchimie.
qui est une plante vraiment incontournable et qui agit au niveau de la progestérone. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Oui, je vois qu'il y a quelques questions. Est-ce que l'alcoolature, c'est la même chose que la teinture mère? Pas tout à fait. C'est très proche. C'est très proche, mais pas tout à fait. Si vous avez l'habitude de la teinture mère, ça peut être aussi une solution, la teinture mère. Alors, la teinture mère, en général, c'est entre 50 et 150 gouttes par jour. Voilà. Alors, je vois qu'il y a... Voilà, comment doivent être prises les teintures mères, ben, je viens d'y répondre. Voilà. Alors, ce sont des gouttes. Alors, la teinture mère, ça dépend. Vous pouvez trouver sous forme, c'est liquide de toute façon. Souvent, vous avez un doseur qui permet d'avoir le nombre de gouttes ou de millilitres avec. Voilà. Alors, la sauge a des conseils en cas d'endométriose. L'endométriose, c'est vraiment un problème très très particulier. Ça mériterait presque une conférence pour traiter ce problème. Il y a des plantes très très intéressantes que l'on peut donner, mais pas que. Mais aussi, c'est bien de mélanger avec d'autres, avec certaines vitamines aussi, certains minéraux. Voilà, c'est très très complexe, l'endométriose. Pas forcément la sauge, effectivement, mais voilà, ça peut être le trèfle rouge, par exemple, qui peut être intéressant. Le pain aussi. Voilà. Euh, voilà. Est-ce que c'est clair? Donc la teinture mère. Euh, donc j'ai dit alors 6 gouttes le matin et 6 gouttes le soir. Alors je sais pas par contre Émilie elle nous dit qu'elle prend 6 gouttes le matin et 6 gouttes le soir. Après ça dépend de l'extrait que c'est, si c'est un extrait liquide ou un mais en tout cas euh, la teinture mère, voilà, c'est ce que je disais, c'est entre 50 à 150 gouttes par jour. L'assimilation est-elle identique en tisane, gélule ou teinture mère? Alors ça, c'est très intéressant comme question. Moi, j'aime beaucoup les extraits liquides, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit les EPS, que ce soit les teintures mères, les alcoolatures. Après, bien sûr, il y a le problème de l'alcool. Ça dépend aussi de laboratoire parce qu'il y a des extraits liquides, un EPS que vous trouvez en pharmacie, vous pouvez demander à votre pharmacien, ou alors voilà, vous trouvez un magasin bio, il y a des laboratoires qui sont spécialisés dans ça. Et les extraits liquides sont toujours, à mon sens, plus intéressants. Pourquoi? Parce que ils ne passent pas par les voies digestives. À partir du moment où vous prenez une gélule, là, ça passe par voilà votre estomac. Et donc c'est là où voilà, ça peut être plus compliqué au niveau de l'assimilation. Ça se fait quand même, mais le chemin est plus long. Alors que les extraits liquides, ça passe beaucoup plus rapidement dans le sang. C'est très proche, teinture mère et alcoolature, voilà, effectivement. Après, ça dépend
le taux d'alcool, le mélange en fait d'eau et d'alcool, mais c'est très très proche. Alors, il y a des épaisses sans alcool. Oui, oui, il y a des épaisses sans alcool. Oui. C'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent plutôt des EPS parce qu'il n'y a pas d'alcool. Voilà, par exemple pour des enfants, on va plutôt préférer des EPS. Hein. Encore que voilà, toutes les plantes ne sont pas forcément adaptées aux enfants, loin de là. Mais en tout cas, dans l'EPS, il n'y a pas d'alcool. Voilà pour ces plantes-là. Je voulais maintenant aborder hop, deux plantes qui me paraissent très intéressantes et qui sont très adaptées au moment de l'adolescence. Alors, je vais vous parler en premier de l'ortie. Alors, c'est vrai que j'en parle au moment de l'adolescence, bien que pour moi, l'ortie est une plante incontournable pour la femme, mais je dirais vraiment pour tout le monde. Alors, l'ortie, là, je vous parle de un petit peu de l'ortie feuille, c'est-à-dire Urtica dioica, qui est donc la partie des feuilles qui est extraite. Il faut savoir qu'on peut aussi extraire la racine. Hein, et alors là, ce sera très très adapté justement lorsque on a par exemple des problèmes d'acné. Ou alors vraiment ça peut être aussi intéressant de la donner dans le cas de kystes par exemple. Alors l'ortie c'est vraiment une plante tonique, nutritive, parce qu'elle est très très riche en minéraux. C'est une des plantes les plus importantes de la pharmacopée tout court, de la pharmacopée féminine aussi, bien sûr. C'est une plante qui va permettre de nous adapter au changement. Parce que comme elle est riche en minéraux, il faut savoir que les minéraux sont les nutriments de vos cellules. Donc, on a besoin de minéraux pour nourrir vos cellules. Par exemple, vos surrénales, qui sont vos glandes qui permettent de sécréter les hormones qui vont vous permettre de mieux gérer votre stress, comme par exemple le cortisol. Eh ben, il faut savoir que vos surrénales ont besoin de minéraux. Si elles n'ont pas de minéraux, si elles n'ont plus plutôt de minéraux, parce que à un moment donné, elles n'ont plus suffisamment de carburant et que donc elles n'ont plus assez de nutriments, elles vont petit à petit s'épuiser. Et donc c'est ça en fait qui va engendrer des problèmes d'épuisement, de burn-out par exemple. Donc elles sont vraiment très très importantes pour nous permettre, ces feuilles d'ortie, nous permettre de mieux gérer le stress. C'est une plante aussi qui va agir au niveau hormonal, au niveau émotionnel. L'ortie va permettre aussi de nous redonner du fer et du magnésium. Parce que par exemple au moment des règles, des menstruations, on perd quand même pas mal de fer et de magnésium. Donc c'est vrai que des tisanes d'ortie piquante, hein, quand je parle d'ortie piquante, donc c'est plutôt la feuille, va permettre d'aider hein, le corps à récupérer et à être plus à récupérer, à avoir plus d'énergie. Ça va permettre aussi de recommencer le cycle avec plus d'énergie.
Et ça permet aussi de diminuer les syndromes prémenstruels. Donc ça peut être intéressant par exemple d'associer l'ortie avec l'alchimie. Voilà, par exemple. C'est une plante aussi qui va prévenir les crampes. Elle est vraiment, vraiment utile à tout moment. Alors, il faut savoir que si vous décidez de cueillir les feuilles d'ortie en forêt, par exemple, l'ortie, elle va perdre son pouvoir urticant au séchage ou alors à la cuisson. Il vaut mieux en général plutôt faire sécher la plante et puis l'infuser après. Donc, comme je disais, vous pouvez l'utiliser notamment, vous pouvez utiliser les feuilles, donc c'est l'ortie piquante, Urtica dioica, ou alors donc les racines qui vont être très intéressantes donc en cas d'acné. Alors, vous pouvez l'utiliser sous quelle forme? Donc les tisanes sont extrêmement intéressantes. Une cuillère à soupe de la plante, par exemple, que vous laissez infuser une dizaine de minutes. Vous pouvez l'utiliser en extrait liquide, quel qu'il soit, que ce soit alcoolature, teinture, mer, voilà. C'est une plante vraiment intéressante. Vous pouvez l'utiliser aussi en nourriture, également, bien sûr. Je pense par exemple à une soupe d'ortie. Alors plutôt faire cuire d'abord à la vapeur. Vous pouvez faire aussi des jus d'ortie, des smoothies. C'est vraiment un super aliment. Et la deuxième plante qui est très intéressante, c'est la bardane. La bardane qui est utilisée, Artium lapa, c'est une plante qui était très populaire dans l'Antiquité. C'est une plante médicinale donc très ancienne. Et elle a des propriétés pharmacologiques très intéressantes dans le domaine de la peau. C'est vraiment la plante de la peau par excellence. Lorsqu'on a par exemple plutôt une peau à tendance grasse, donc en cas d'acné par exemple, ou alors lorsqu'on a des problèmes de peau, donc des dermatoses plutôt surinfectées. Donc ça peut être soit un eczéma surinfecté, ça peut être une acné surinfectée, etc. Voilà. Donc là, on va utiliser la racine. Voilà pour ces deux plantes. Là aussi, donc vous la trouvez plutôt un extrait liquide. Vous pouvez la trouver aussi sous forme de la racine de tisane. Voilà. Y a-t-il des questions? Je reviens. Oui. Alors, vous conseillez l'ortie au quotidien, vu toutes les vertus, et sous quelle forme? L'ortie, j'ai envie de dire oui. Je trouve que la tisane, l'infusion est vraiment un excellent moyen, vraiment, de pouvoir avoir vraiment les vertus de cette plante. Et c'est très intéressant, voilà, de la prendre très régulièrement. Elle est tellement riche en minéraux que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Voilà. Après, vous pouvez la prendre de temps en temps sous forme d'extrait liquide pour avoir. Il faut vraiment bien la préparer en tisane.
Mais en tout cas, elle est très intéressante. Vous pouvez après de temps en temps la prendre aussi sous forme de PS par exemple ou en teinture. Voilà. Mais en tout cas, en tisane, toujours la plante sèche, bien sûr. Pensez à la plante sèche. Vous pouvez vous faire des tisanes très régulièrement. Voilà. Je reviens sur un dernier point. C'est le mouvement. Le mouvement, ça aussi, c'est quelque chose d'important dans la gestion du cycle féminin. L'alimentation joue un rôle, s'aider avec les plantes médicinales aussi, mais bouger son corps est aussi un remède. Je parle de remède parce que c'est vraiment le cas. C'est un remède très important. Alors, je ne parle pas forcément de sport, mais plutôt d'activité physique. Pourquoi? Parce que on associe très vite le sport à la compétition. Et c'est pas forcément toujours très bon de pratiquer un sport de manière intensive, parce que surtout le sport intensif engendre beaucoup d'acidose. Mais garder toujours son corps en mouvement régulièrement, que ce soit de la marche, que ce soit aller nager dans la semaine à la piscine, que ce soit aller promener le chien, par exemple, le soir, voilà, un quart d'heure, 20 minutes, tout simplement. Que ce soit faire du sport comme une activité comme le yoga ou peu importe. Mais c'est très très important de maintenir le corps en mouvement, de l'oxygéner aussi. C'est pour ça que à l'extérieur c'est très intéressant aussi parce que ça permet de s'oxygéner. Certaines de nos cellules se renouvellent moins vite et moins bien en vieillissant. C'est parce que c'est comme ça fait partie de la vie. Mais le fait de s'oxygéner et de mettre son corps en mouvement, ça permet vraiment de garder une certaine tonicité, de garder vos cellules en mouvement. Et ça joue aussi sur le moral, bien sûr. Ça aide à maintenir sa charpente et donc ça apporte vraiment une bonne santé. Alors c'est important aussi de parler de la santé cardiovasculaire parce que ça joue aussi sur l'activité du cœur. Donc c'est vraiment un excellent remède de sortir le dimanche et de partir en balade, par exemple. C'est un super remède pour tout le monde et ça agit aussi sur votre cycle parce que ça agit sur le système nerveux. Il ne faut jamais oublier que, comme je disais tout à l'heure, les hormones, on relie les organes, enfin le cerveau aux organes. Donc, jamais oublier que ça part aussi du cerveau. Hein. Donc, plus on va être bien, se sentir bien, mieux ce sera aussi pour nos organes génitaux. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui me paraissait aussi important d'évoquer. Hein. Après, voilà, chacun choisit son activité sportive. C'est pas nécessaire de faire plusieurs fois par semaine, mais en tout cas, voilà, ça peut être même une fois. Déjà, c'est déjà ça. Mais quand même quelque chose qui permette de mettre le corps en mouvement, hein, parce qu'on a une vie qui est de plus en plus sédentaire. Nos grands-parents avaient
déjà moins de soucis par rapport à ça parce qu'ils étaient quand même beaucoup plus confrontés à l'effort physique, au mouvement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose de problématique. Et c'est important de rappeler qu'il est toujours important de mettre, de mettre le corps en mouvement, hein, sans par contre sans trop d'excès non plus. À vous de trouver le bon équilibre. Voilà pour le sport. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a une question. Depuis que j'ai arrêté la pilule, je prends du poids. Vous avez quelques conseils, quelque chose à conseiller? Alors, la question de la pilule, je l'ai évoquée rapidement tout à l'heure. Comme je disais tout à l'heure, les contraceptifs hormonaux vont inhiber, hein, la production d'estrogène et de progestérone. Donc, en fait, ce qu'il est important lorsque on arrête la pilule, c'est vraiment de prendre un temps pour nettoyer le foie en premier. Ça va permettre de détoxifier lorsqu'on prend la pilule pendant un certain nombre d'années, notamment. C'est vrai qu'on a surchargé le foie, en plus des aliments, etc. Hein, c'est le foie qui donc va centraliser, nettoyer, filtrer le sang, hein, donc les, les molécules passent par le foie systématiquement, quel qu'il soit le médicament d'ailleurs. Et lorsqu'on a pris pendant longtemps, c'est vrai que c'est très très intéressant d'aider le foie à se régénérer, hein. C'est-à-dire qu'il peut être un peu encombré, un peu encrassé. Et donc le fait de détoxifier, on va nettoyer et donc aider à une meilleure élimination des déchets. Voilà. Ceci peut vous aider aussi, le fait de nettoyer votre foie après à perdre du poids. Voilà, ça c'est aussi une chose importante. Après, il faut voir aussi l'alimentation. Et ce qui me paraît important, c'est de rééquilibrer le système hormonal, hein. Donc ça peut être intéressant, par exemple, de prendre de l'alchimie pendant la deuxième partie de votre cycle, par exemple, pour essayer de rééquilibrer, hein, parce qu'il s'agit aussi d'un déséquilibre hormonal, hein. Donc, comme vous avez pendant un certain nombre, je ne sais pas combien de temps, mais pendant un certain temps, vos hormones ont été inhibées, donc ça peut être intéressant de rééquilibrer avec certaines plantes, comme je disais tout à l'heure, donc par exemple l'alchimie, le framboisier, voilà. Après avoir aussi en fonction si vous avez des troubles, des règles douloureuses, voilà, ou irréguliers, avoir en fonction aussi en fonction de votre cycle. Voilà. Alors pour le questionnaire, oui, Émilie, vous avez mis le lien pour pouvoir répondre en quelques instants. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, alors il y en a une autre. Le stérilet hormonal inhibe-t-il les hormones à la façon d'une pilule? Oui,
tous les contraceptifs hormonaux inhibent la sécrétion d'hormones. Alors, pas forcément de la même manière qu'une pilule, mais il va quand même inhiber. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément un type de contraception que moi je conseille. Aussi bien la pilule que le stérilet hormonal. La contraception, c'est un vaste sujet. Ce serait compliqué de juste répondre rapidement, mais en tout cas, sachez que voilà, il y a d'autres solutions qui peuvent être intéressantes. Prenez le temps, documentez-vous vraiment, discutez avec votre conjoint aussi, c'est très important. C'est aussi une décision qui se prend à deux. Il y a d'autres choses. Voilà, ça c'est discute, documentez-vous. Il y a beaucoup de choses maintenant. Il y a des livres que vous documentez-vous vraiment sur ce sujet. Justement, c'est le sujet que je vais écrire pour un magazine prochainement parce que ça concerne vraiment beaucoup de femmes et il y a vraiment des contre-indications à ces contraceptifs hormonaux. Prenez le temps de vous documenter. Vous choisissez votre contraception, quelle que soit. Hein. Mais voilà, ce que j'ai envie de vous dire, vraiment, documentez-vous, regardez les contre-indications, les effets secondaires, c'est très important aussi. Voilà. Alors, merci. Je vais tester les plantes pour les syndromes prémenstruels. Super. Que préconisez-vous comme plante contre les infections urinaires, mis à part le cranberry? Alors, c'est vrai qu'il y a le cranberry. Pour les infections urinaires, pensez aussi beaucoup aux plantes diurétiques. Ça, c'est très, très, très important. Il faut vraiment aider le corps à éliminer. Pensez donc à toutes les plantes diurétiques. Bien sûr, pensez aussi au cassis, qui est une plante anti-inflammatoire. Voilà, donc beaucoup de plantes diurétiques sont très intéressantes à associer, hein, qui vont agir vraiment et favoriser la diurèse. Hein. Il faut vraiment beaucoup axer là-dessus. Hein. Vous avez vraiment une liste de plantes diurétiques que vous pouvez associer au cranberry et au cassis pour l'action anti-inflammatoire. Voilà pour les infections urinaires. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous remercie en tout cas. Alors il y a une dernière question. Puis-je vous demander quelle formation vous avez suivie? Alors, moi, je suivis une formation en naturopathie au sein de l'Institut de formation des sciences de l'homme et également aussi une formation que je suis en train de terminer de Heilpraktiker. Voilà. Et il y a encore une autre question. Existe-t-il une plante qui aide à réguler la durée du cycle? Alors, concernant la durée, une précision, il n'y a pas forcément une durée parfaite. C'est vrai qu'on parle de 28 jours. Alors, quand on parle de cycle, il va du premier jour des règles jusqu'au dernier jour avant les règles suivantes. Donc, de manière générale, on parle de 28 jours parce que c'est une moyenne.
Mais après, ça dépend vraiment de chaque femme. Le corps, chaque corps est différent, chaque femme est différente. À ceci se rajoute aussi la vie, l'environnement, les différents moments. Ça peut être aussi après une grossesse aussi, le cycle change. Voilà, il n'y a pas une durée type. Ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des plantes qui vont aider à, on va dire, à stimuler un peu l'arrivée des règles, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai évoqué. Hein. Donc lorsqu'on a des règles irrégulières, ça peut être intéressant, par exemple. Mais après, voilà, il ne faut pas vraiment se focaliser si vous avez les règles avec quelques jours de retard. Voilà, c'est pas grave, hein, ça peut revenir. Voilà, aidez-vous avec les plantes. Les plantes, elles sont là pour vous aider de manière naturelle et, voilà. Hein, et puis de manière efficace aussi. Sachez quand même que les plantes agissent aussi. Il y a des principes actifs, certes, mais après, on n'est pas sur de la chimie. Sur des formules chimiques, donc elles vont agir en douceur, petit à petit. Donc c'est aussi important de les prendre régulièrement dans l'année, par exemple, d'avoir des moments où vous travaillez votre cycle, tout comme vous pouvez prendre un moment dans l'année pour travailler votre foie. Voilà, le corps, ça s'entretient aussi, ça c'est important de le préciser. Voilà pour cette question. Merci en tout cas à vous tous pour votre écoute. Pour aussi, voilà, excusez-moi pour les petits soucis de connexion tout à l'heure. Voilà, j'espère que ça vous a aidé en tout cas dans vos recherches. Et en tout cas, prenez bien soin de vous. J'étais très contente de voilà comment ça s'est passé. C'était la première fois pour moi, donc voilà, j'ai été un peu, c'était un peu un essai, mais j'étais voilà vraiment très contente de partager toutes ces informations avec vous, et puis au plaisir de vous retrouver ultérieurement. Voilà. Bonne soirée à vous tous.